Je vous propose dans ce sujet de voir une compilation des dernières informations et des dernières images qui nous parviennent justement du Donbass avec Lydia Rouge. Dans le Donbass, le ciel gronde sans relâche. Au loin, d'épais cônes de fumée traversent l'horizon de Bakhmout. Après Soledar, théâtre d'une bataille sanglante, l'armée russe concentre aujourd'hui ses effectifs sur la ville. Un combat acharné, laissant la résistance ukrainienne s'effriter inévitablement. Alcor est commandant d'une unité de reconnaissance aérienne. Avec son drone, il tente de résister, de repousser l'offensive russe malgré le manque de moyens humains. Nous sommes largement en sous-nombre, parce que nous tirons et tirons, mais après 5 minutes, une autre vague de 20 personnes arrive sur nous. Ils sont supérieurs à nous en quantité. L'armée russe plus nombreuse et surtout sans pitié pour conquérir Bakhmout, prêts pour Alcor à perdre leurs propres soldats. Notre artillerie fonctionne également, les mortiers fonctionnent, tout fonctionne. Mais leur nombre est énorme. Ils se servent des gens comme de la chair à canon. Depuis plusieurs semaines, le crépitement des mitrailleuses est incessant sur le front ukrainien le plus disputé. L'étau se resserre autour de la ville de 70 000 habitants avant-guerre, aujourd'hui défigurée, vidée de sa population, où les cadavres s'amoncellent. Les Russes avancent, mais l'activité de leur artillerie est tout simplement hors norme. Vous pouvez arriver au village de Vassiukivka, vous asseoir dans le sous-sol pendant une demi-heure, et pendant ce temps, vous entendrez 40 tirs d'artillerie dans le village, ou venant des bois où se trouvent nos gars. Après le feu vert de l'Allemagne et des États-Unis pour l'envoi de chars lourds en Ukraine, le pays compte aujourd'hui sur l'accélération de livraison d'armes occidentales pour tenir face à l'armée russe. Et des avancées sur lesquelles, évidemment, l'armée russe communique. C'est Denis Pouchkine, le chef des séparatistes, vous le savez, de l'Est de l'Ukraine, interrogé par l'agence TASS, qui s'explique. Et il nous dit que des unités, en particulier Wagner, progressent dans Bakhmout. Des combats ont déjà lieu dans les faubourgs, les quartiers, qui, jusqu'à très récemment, étaient tenus par l'ennemi. Colonel, c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure avec Magali Barthès, on assiste à un changement de ton. C'est-à-dire que jusque-là, on avait plusieurs vidéos qui nous parvenaient d'Ukrainiens qui nous disaient « mais on tient et on défendra coûte que coûte Bakhmout ». Là, il commence à voir arriver cette massification russe et qui porte ses fruits, hélas. Oui, alors en fait, du côté ukrainien, il y a la crainte d'être submergé par les masses de soldats russes, de Wagner ou d'autres, mais plutôt de Wagner, d'après ce qu'on comprend. Ouais, Thomas Misraki parlait de 150 000 hommes qui étaient en train d'arriver, qui étaient les résultats de la deuxième mobilisation, là, enfin la première mobilisation. Chose, voilà. D'autre part, je pense que du côté russe, le commandement russe cherche à voir de quel côté il pourra lancer son attaque, voir si c'est par Bakhmout, est-ce que ce n'est pas non plus une diversion. Ils testent aussi le degré de résistance des Ukrainiens pour se rendre compte par eux-mêmes où en sont les Ukrainiens en termes de résistance physique, morale, en termes d'armement, de munitions. Visiblement, contrairement à ce qu'on avait pu dire sur les médias, les munitions russes sont toujours là pour bombarder, donc c'est quand même inquiétant pour les Ukrainiens. Ensuite, le problème, si vous voulez, pour en revenir à la dialectique de guerre, traité de paix, moi je pense qu'il y a une étape absolument indispensable qui est le cessez-le-feu. Et alors, évidemment, aucun des camps n'a obtenu de gains significatifs sur le terrain pour être en mesure de faire un cessez-le-feu. Alors je reviens toujours à mon exemple de guerre d'octobre, là, 1973, quand le général Sharon a réussi à prendre une prise de gage sur la rive ouest du canal de Suez, et enfermant en même temps la 3e armée ou 2e armée égyptienne dans un piège, les Égyptiens ils se sont dit, bon, on a eu quelques succès au début, on va traiter. Alors on peut aussi ailleurs, en Corée, il y a eu depuis 1953 un cessez-le-feu, il n'y a pas eu de traité de paix. Donc est-ce que c'est pas au plan occidental ou au plan des Européens le but à atteindre, un but réalisable? Le traité de paix actuellement, il n'y aura pas de traité de paix tant que M. Poutine et M. Zelensky ne voudront pas se parler directement. On peut penser qu'il peut y avoir un miracle, les gens qui changent, comme le président Sadat qui est allé voir. Mais là, il a fallu la pression américaine. Est-ce que cette pression existe? Non, visiblement. Mais Poutine va essayer d'obtenir un gain significatif sur le terrain.